Voilà donc le rêve auquel aspire Luffy, devenir le roi des pirates. Mais pour quelle raison veut-il devenir le roi? Pour le pouvoir? Pour la gloire? Eh non. Être le roi des pirates pour Luffy, c'est être l'homme le plus libre de toutes les mers. La liberté et non le pouvoir, voilà ce que recherche donc Luffy. Mais bon, que veut-il dire par liberté? Tout le monde aime utiliser ce mot car la liberté est un terme qui plaît, qui nous séduit, qui nous charme. Mais on a vu dans la vidéo sur le Truman Show qu'il fallait se méfier des discours séduisants, notamment lorsqu'ils sortent de la bouche des sophistes. Rappelez-vous, les sophistes peuvent utiliser la puissance des mots pour nous tromper. Et de la même manière, en utilisant ce terme qui nous charme, Luffy ne cherche-t-il pas en réalité à cacher ses réelles ambitions, celle de dominer les autres pirates et de conquérir tous les océans? Alors, que veut dire Luffy lorsqu'il veut être l'homme le plus libre de toutes les mers? Pour nous aider à répondre à cette question, demandons l'aide d'un philosophe français du XVIIIe siècle, Rousseau, et d'un de ses textes qui se trouve dans un livre, notamment le livre 8 des lettres écrites de la montagne. Rousseau part d'une définition assez commune de la liberté qu'il appelle l'indépendance. Cette liberté signifie que l'on peut faire ce qui nous plaît. On peut faire ce qu'on veut quand on veut sans subir de contraintes. Cette liberté indépendance renvoie à ce qu'on appelle communément en philosophie la licence ou la liberté naturelle. Être l'homme le plus libre des mers, ça signifierait alors être l'homme capable de réaliser tous ses désirs. Mais dès le début du texte, Rousseau nous montre qu'il ne faut pas confondre la liberté avec l'indépendance. On a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Mais pourquoi ces deux choses s'excluent-elles? Pourquoi Rousseau oppose l'indépendance à la liberté? Il était pourtant beaucoup plus simple pour nous de considérer qu'être libre, c'était faire ce qui nous plaît. Mais le rôle du philosophe est de montrer que les choses sont souvent moins évidentes, moins simples que ce que l'on pense. Rousseau considère qu'il y a 3 problèmes liés à la liberté indépendante. Le premier problème de cette liberté, c'est qu'elle nous empêche de vivre ensemble, qu'elle débouche sur des conflits et des rapports de force. Rousseau remarque que quand on fait quelque chose qui nous plaît, il se peut que dans certains cas, cela déplaise à d'autres. Comme il le dit dans son texte, quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle pas un état libre. Ah oui, pourtant là, si j'ai envie de mettre la musique à fond, je ne dérange personne. Oui, mais si je tourne ma vidéo à 23h, je risque de fâcher mes voisins. Et rappelez-vous, ils ne sont pas très commodes. De la même manière, en suivant son désir, celui de devenir pirate, Luffy fait un choix qui déplaît à son grand-père. Et son grand-père n'est pas quelqu'un de très commode non plus. Pour résumer, Rousseau critique la liberté indépendance car c'est une liberté égoïste, individuelle qui débouche le plus souvent sur des rapports de force et des conflits. Mais ce n'est pas tout. Rousseau montre qu'il y a un autre problème au sujet de cette liberté indépendance. C'est qu'elle se retourne souvent en son contraire. Loin de réaliser notre désir, nous sommes au contraire soumis à des contraintes de plus en plus fortes. C'est ce que l'on voit toujours avec Luffy. Il est impulsif. Il se laisse souvent dominer par ses désirs. Par exemple, il décide de manger des champignons sans se douter qu'ils sont vénéneux. En se jetant ventre éperdu sur tout ce qui traîne, il met donc grandement son rêve et sa vie en danger. Il décide également de prendre la mer, alors qu'il ne sait pas naviguer. À peine a-t-il mis son embarcation à l'eau qu'elle se trouve aspirée par un tourbillon et totalement détruite. Enfin, il décide de frapper un dragon céleste, alors que cela risque d'entraîner la dissolution de son équipage. En faisant ce qu'il veut, quand il veut. Il se trouve en réalité soumis à des contraintes, celles des lois de la nature, les lois des champignons, du vent, de la mer, ainsi que les lois qui régissent Grand Line et qui protègent les dragons célestes. Toutes ces lois qu'il ignore risquent grandement de mettre en péril son rêve qu'il chérit tant, être l'homme le plus libre de toutes les mers. Il a donc besoin d'être entouré de personnes qui savent, qui connaissent les choses pour lui permettre d'atteindre son objectif. Par exemple, un cuisinier, une navigatrice, un médecin, un charpentier. Il lui faut donc toujours l'aide d'autrui, de celui qui a la connaissance pour le sauver, pour qu'il accomplisse son rêve. On le voit, la liberté passerait donc plus
par une connaissance des lois de la nature, des lois qui régissent le monde, que par une simple satisfaction de tous nos désirs. Pourtant, le préjugé a la vie dure. Il est tenace. Et on s'imagine toujours qu'être libre, c'est faire ce qui nous plaît. Mais Rousseau montre que ce n'est pas le cas à travers un dernier problème. Celui qui fait ce qui lui plaît pourra se conduire envers les hommes comme un tyran. En réduisant la liberté à la licence, Rousseau montre que chaque homme risquerait de devenir un tyran potentiel, privant les autres individus de leurs droits, de leur liberté et de leurs rêves. Ici, on serait alors semblable aux tyrans présents dans One Piece, les dragons célestes. Ils se considèrent comme des êtres divins, supérieurs aux autres, incapables de faire preuve de bonté et de compassion, comme on le voit avec l'un des pires, Saint Carlos. Il passe son temps à avoir le nez qui coule, il est dégoûtant physiquement et dégoûtant moralement. Il est semblable à un enfant capricieux qui satisfait sans cesse tous ses désirs, sans aucune retenue, sans aucune limite morale. Mais attention, tout le monde peut devenir un tyran. Pas la peine d'avoir forcément le nez qui coule, à partir du moment où on prive l'autre de sa liberté, de ses rêves. Dans ce sens-là, Garp se conduit comme un tyran, car il agit avec violence en empêchant Luffy d'accomplir son rêve, celui d'être un pirate. C'est bien son désir que Garp impose à Luffy par la force, par la violence. Mais revenons aux dragons célestes. Ils représentent bien l'idée que Rousseau se fait de la liberté indépendante. Ils imposent sans cesse leur force à tous ceux qui ne sont pas de sang royal comme eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Tuer un individu lorsque celui-ci ne se prosterne pas devant eux, par exemple. Asservir, esclavager toutes les espèces qu'ils considèrent comme inférieures. Mais la force de Rousseau, c'est de montrer que les tyrans, dragons célestes inclus, ne sont pas libres, comme il le dit toujours dans la suite de son texte. Quiconque est maître ne peut être libre. Et régner, c'est obéir. Je ne connais de volonté vraiment libre que celle à laquelle nul n'a le droit d'opposer de la résistance. Comment ça, le maître n'est pas libre ? C'est quoi cette arnaque? Moi qui pensais que s'il y avait bien quelqu'un de libre, ben c'était lui. Et non, toujours pas. Encore une fois, Rousseau remet en question notre opinion commune. On s'imagine que la personne la plus libre de toutes, c'est bien celle qui peut imposer ses désirs aux autres. Mais en réalité, non. Ok, mais c'est un peu délirant de penser ça, non? Eh bien, pas tant que ça. Car le pouvoir tyrannique n'est pas reconnu par ceux qui le subissent. Les personnes qui sont soumises à la force du tyran peuvent à tout moment lui opposer une forme de résistance. Les tyrans vivent donc dans la crainte d'être renversés car ils ont conscience que leur pouvoir n'est pas légitime. Les maîtres, comme les dragons célestes, ne reconnaissent aucun droit à leurs esclaves. Et c'est ça le grand problème du pouvoir tyrannique. Le tyran n'a aucun devoir envers ses sujets. Il ne fait qu'imposer sa force sans contrepartie. De la même manière, le peuple opprimé n'a aucun devoir envers le tyran, ce qui implique que le pouvoir du tyran est un pouvoir fragile, instable. Les personnes comme Luffy se battront toujours pour mettre fin à des ordres injustes, arbitraires. Les tyrans ne sont donc pas libres car nous pouvons à tout moment leur opposer de la résistance. Au contraire, celui qui règne de manière juste obéit également aux lois qu'il formule. Celui qui règne, nous dit Rousseau, obéit. Cela veut dire que celui qui gouverne est au service de la loi. Il en est le garant, et non celui qui l'utilise à son avantage. Ce que Rousseau veut faire apparaître alors, c'est une liberté collective, politique, dans laquelle nous avons tous des droits et des devoirs réciproques. Une égalité de droits entre tous les hommes, une liberté qui va de pair avec la justice. Car, comme le dit Rousseau dans son texte, la liberté sans la justice est une véritable contradiction. Il nous faut alors penser la liberté avec la justice. Cette relation entre la liberté et la justice se retrouve dans la suite du texte. Après avoir montré les limites de l'indépendance, Rousseau nous donne une définition négative de la liberté. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Cela signifie qu'il s'agit de ne pas être soumis à autrui, à sa volonté, à ne pas être esclave. Cette définition renvoie à l'étymologie de la liberté, libère. À la base, être libre, c'est un statut social qui consiste à avoir des droits, et à ne pas être l'esclave de quelqu'un. Être libre, c'est donc avoir des droits, mais encore faut-il que les autres reconnaissent ces droits. Pour accéder à cette reconnaissance, Rousseau ajoute une autre précision au sujet de la liberté. La liberté ne consiste pas à être soumis à la volonté de quelqu'un, mais c'est là-dessus que je veux insister. Elle ne consiste pas non plus à soumettre l'autre à sa force, comme le ferait n'importe quel tyran. Nous avons donc des droits, mais nous avons également des devoirs envers autrui. Des devoirs qui consistent à le respecter.
à le traiter sur un même pied d'égalité. Et Luffy incarne parfaitement cette exigence d'égalité, cette recherche permanente de justice. C'est justement à partir de cette deuxième définition que Luffy va se démarquer des personnages tyranniques présents dans One Piece, comme il l'affirme dans le tome 56. Il veut être roi, mais cela ne signifie pas pour lui dominer les autres. Au contraire, il veut que chacun puisse réaliser ses rêves, puisse être libre de ses choix, sans être contraint par une force quelconque. Voilà pourquoi Luffy est suivi, apprécié par tous, car il n'empêche pas les hommes de réaliser leurs rêves, il ne les prive pas de leur liberté. Il incarne au contraire un sentiment naturel de justice, une forme de légitimité, un cri du cœur, une indignation morale qui se diffuse, se partage et qui sonne comme un vent de révolte parmi tous les peuples opprimés. Il faut préciser que cette justice naturelle incarnée par Luffy peut s'opposer à la loi, notamment aux lois émises par les tyrans, telles qu'on en trouve dans Grand Line. On peut alors distinguer ici la légalité d'un côté et la légitimité de l'autre. Le problème des lois sur Grand Line, c'est qu'elles ne sont pas du tout légitimes. Elles ne sont pas conformes à la morale, à la raison. Elles sont seulement à l'avantage des dragons célestes qui profitent de leur position pour humilier, persécuter de façon arbitraire toutes les personnes qui s'opposent à leur pouvoir. Le terme arbitraire, ça renvoie à arbitre, non? Et non, pas du tout. Attention, le terme d'arbitraire ne doit pas être confondu avec le mot arbitre, car l'arbitre est impartial. C'est lui qui fait appliquer des règles justes, égalitaires, alors que celui qui agit de manière arbitraire agit de manière injuste. En gros, ce qui est arbitraire, c'est ce qui n'est pas fondé en raison, ce qui dépend du caprice, de la sensibilité de chacun. Par exemple, les dragons célestes ont droit de vie ou de mort sur quiconque, sans aucune forme de procès, comme ça, juste parce qu'ils en ont envie. Ah oui, ouais, c'est pas cool du tout ça, un traitement arbitraire. Effectivement, et à l'inverse de ces lois injustes, arbitraires, Luffy représente une forme de justice universelle, qui prend sa source dans notre conscience morale. Conscience qui nous pousse à nous révolter lorsque nous sommes confrontés à des actions immorales, dégradantes, des actions qui ne respectent plus autrui, qui l'instrumentalisent, lui enlèvent sa volonté, le privent de ses rêves. Et c'est bien poussé par cette conscience morale que Luffy défend la liberté et les rêves de chacun à partir du moment où ils sont brisés par le pouvoir tyrannique. Le sentiment de justice qui anime Luffy vise donc une justice véritable, celle d'une égalité réelle entre toutes les espèces présentes dans One Piece. Et cela sans aucune distinction de race, de sexe, de couleur de peau. Mais attention, pour Rousseau, cette égalité réelle ne pourra voir le jour qu'à travers la loi, qu'à travers l'État. On ne peut pas en rester à un sentiment pour fonder la justice. Il faut que la légalité, la loi, se rapproche de la légitimité, de la morale, de la raison. Il faut que les deux se rejoignent pour que puissent apparaître des lois réellement justes. Non pas les fausses lois établies par les tyrans, qui sont inégalitaires et discriminatoires, mais des lois qui, au contraire, n'auront pour unique but que d'établir une liberté civile, collective, faite de droits et de devoirs réciproques. Et c'est de cette liberté commune, politique, dont parle Rousseau dans son texte. Une égalité et une liberté permise par la loi, à laquelle on obéit par devoir, par obligation et non par soumission. Comme le dit Rousseau, un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Cela signifie qu'il n'y a d'obéissance réelle, véritable, qu'envers un pouvoir légitime. On ne doit obéir qu'à des puissances légitimes, et non à la force, non au pouvoir arbitraire d'un tyran. Voilà où se trouve la vraie liberté. Mais en absence de cette loi politique qui pourrait garantir la justice et la liberté, Luffy fait advenir une justice universelle. À la manière de son père, il apporte son bras armé du poing du Gum Gum no Mi pour rendre la liberté à toutes les personnes esclavagées et dominées. Attention toutefois, le droit, la justice peut utiliser la force, mais c'est tout le temps pour restaurer un tort, pour rétablir un dommage, jamais pour soumettre l'autre, lui enlever sa liberté. Voilà pourquoi on aime voir Luffy taper sur un dragon céleste. Car à travers ce geste, il leur rappelle qu'ils ne sont pas supérieurs aux autres espèces, qu'ils n'ont pas de passe-droit, qu'ils n'ont pas de privilèges. Le droit, la justice, existent pour protéger les personnes faibles, vulnérables, de la puissance des tyrans. Et c'est bien cette protection que Luffy apporte à toutes les espèces ou races présentes dans One Piece, et cela sans aucune distinction. Et c'est bien ce rôle que joue Luffy lorsqu'il apparaît dans sa forme finale, celle de Nika. La légende raconte que Nika apparaît quand il n'y a plus d'espoir,
quand c'est l'injustice et le désespoir qui règnent dans le monde, quand le sourire a disparu du visage des gens. L'injustice donc règne sur Grand Line, et c'est le rôle de Luffy d'y mettre fin. Pourtant, n'y a-t-il pas sur Grand Line une instance, une autorité qui fait respecter la justice, qui agit au nom de la justice? Si, bien sûr, il s'agit des militaires de la marine. Eux prétendent agir au nom de la justice. Et par rapport aux militaires, Luffy n'est qu'un criminel, un hors-la-loi. Alors, qu'en est-il? L'armée est-elle vraiment au service de la justice? En réalité, la marine n'est qu'un instrument, une marionnette au service des tyrans, du pouvoir en place. Elle prétend agir au nom de la justice, mais ce n'est qu'un subterfuge, une invention pour mieux consolider le pouvoir des dragons célestes et de leurs privilèges. Ces prétendues lois, censées garantir la justice, ne servent en réalité qu'à cacher la force, le pouvoir arbitraire de ceux qui gouvernent. Elles ne sont en rien légitimes. On comprend alors pourquoi Luffy s'oppose à la marine tout au long du manga, car les militaires sont au service des dragons célestes. Les militaires ne visent pas la justice. Ils sont pour certains corrompus, sans cesse soumis, serviles, incapables de désobéir à des ordres immoraux. Ils sont en réalité les chiens de garde des tyrans, de ceux qui agissent avec violence et qui méprisent les autres. Les militaires ne sont pour la plupart que de simples agents d'exécution. On leur donne un ordre et ils doivent lui obéir, sans rechigner, sans réfléchir, sans se demander si cet ordre correspond à leurs convictions morales. Luffy, lui au contraire, a décidé de faire triompher ses convictions morales, car c'est porté par un sentiment naturel de justice qu'il s'opposera toujours à des ordres absurdes, irrationnels, abjects. Et ce que Luffy considère comme absurde, c'est principalement qu'un homme en soumette un autre, le rende esclave. Si bien que le cri du cœur de Luffy contre toutes les injustices n'a rien à voir avec celui d'Akenu, qui est un cri de haine envers le monde, une haine qui détruit et qui dévaste toute forme d'opposition. La liberté que revendique alors Luffy renvoie à une liberté qui consiste à vivre en accord avec des principes de justice. Une liberté qui ne prive pas les autres de leurs droits et de leurs rêves. Et Luffy nous rappelle sans cesse qu'en absence de loi juste, la seule justice qui nous reste, c'est celle du cœur, celle de notre conscience morale. Finalement, voilà donc vers quelle liberté doit tendre le roi des pirates. Une liberté collective, politique, faite de droits et de devoirs réciproques, dans laquelle personne n'est au-dessus de la loi. Une liberté qui tend à faire triompher la justice, qui comme un soleil, et Luffy ressemble au soleil à travers le dieu Nika, rayonne et illumine le monde de One Piece. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail.